Bonjour tout le monde. Voilà, donc on va attaquer le quatrième cours de problématique de l'enseignement des langues avec un gros sujet enfin, que vous avez commencé à toucher du doigt en faisant le dernier exercice qu'on a fait. Et donc ce sujet, c'est la grammaire. Quelle est la place de la grammaire dans l'apprentissage des langues, évidemment, mais aussi dans les usages quotidiens des langues. Quelle est la nécessité de la grammaire, en fait, et comment on l'enseigne. Donc vous allez voir qu'on a plein d'approches différentes, je veux dire avec des choses qui reviennent un petit peu à une manière de faire peut-être un petit peu plus ancienne, puisqu'on s'est rendu compte qu'en fait, bah, évidemment, les gens ont de tout temps appris des langues sans forcément d'ailleurs avoir du tout conscience des systèmes grammaticaux qu'il y avait derrière ces langues. Donc on va voir en fait avec nos collègues de Liège plusieurs définitions de grammaire implicite, de grammaire explicite. Là, on a fait une petite activité, donc celle qui était en fin du cours 3, avec cet petit exercice de thème et de version, sur 3 phrases. Donc vous vous rappelez, donc on essayait de dégager les règles grammaticales d'une langue. C'est-à-dire qu'on n'avait absolument aucune règle donnée au départ, que 2 énoncés dans la langue cible, la langue qu'on allait apprendre, 2 énoncés traduits et un troisième qu'on devait traduire, donc avec des éléments communs avec les 2 premiers. Donc vous vous êtes très bien débrouillé, souvent d'une manière un peu intuitive, et c'était intéressant à observer en fait, parce que c'est exactement ce qu'on fait, c'est ce que font les enfants d'ailleurs quand ils apprennent des langues. Je veux dire, ils travaillent par essai et par erreur, ils font des hypothèses sur la signification, ils retrouvent des mots dans différents contextes. Bon, je veux dire, ils sont pris dans un bain de langue qui leur permet en fait de construire leur système grammatical, enfin le système grammatical de leur langue maternelle, et cela avec une grande stabilité en fait, puisqu'on retrouve évidemment ces mêmes systèmes, avec une extension des fois un peu plus grande chez certains individus, chez tous les locuteurs de la langue concernée. Donc là, vous aviez ces 3 phrases, vous aviez des éléments de lexique en commun, donc vous avez très vite repéré en fait quels étaient les éléments lexicaux qui correspondaient à pomme par exemple, comment on formait le pluriel dans la langue. Après c'était plus compliqué évidemment de faire le petit système entre défini, indéfini et singulier pluriel, puisqu'on avait des données un petit peu lacunaires, donc il fallait qu'on fasse des hypothèses et qu'on les vérifie après sur un corpus un peu plus étendu. Donc c'est très intéressant, c'est aussi l'approche de la méthode scientifique en fait, que décrit Einstein dans une des lettres là, que j'ai souvent citées en fait. Einstein écrit une lettre à son ami Maurice Solovine et lui explique comment il s'y prend en fait pour découvrir des choses nouvelles, et donc il parcourt en fait une série d'événements, hein. Je veux dire, par exemple, il va constater que dans une certaine catégorie d'oiseaux, tous les individus sont noirs, tous les oiseaux sont noirs. Je parle de corbeaux là, en l'occurrence. Donc il y a un corbeau noir, 2 corbeaux noirs, 3 corbeaux noirs. Il va en tirer un système d'axiomes. Donc c'est le E, c'est les événements. Il en tire un système d'axiomes, axioma système, par un saut qu'il appelle jump. Et de ce système d'axiomes, qui dira par exemple tous les corbeaux sont noirs, donc il va le vérifier ensuite en observant d'autres oiseaux, jusqu'au moment où il va tomber sur un corbeau albinos, je ne sais même pas si ça existe d'ailleurs, et il va se dire, bon ben voilà, il y a des exceptions à la règle, donc on va remettre en cause ce modèle et ce système d'axiomes. C'est exactement comme ça que procède la démarche scientifique, c'est exactement comme ça qu'on fait en fait pour induire des règles à partir d'une série d'observations. Et c'est le contraire évidemment de la démarche explicite où on vous donne la règle au départ. Donc, par exemple, on va vous dire tous les corbeaux sont noirs avant que vous ayez pu le vérifier dans la pratique. Et vous observerez des oiseaux et vous allez dire voilà, c'est certainement des corbeaux puisqu'ils sont noirs, ou voilà, donc ça c'est un corbeau donc il est noir. Donc c'est 2 approches différentes, la grammaire explicite et la grammaire implicite. On a pendant très longtemps, alors je ne sais pas vous, quand vous êtes jeune,
et plein de santé, vous avez peut-être appris avec de la grammaire implicite, ou il est très possible que vous ayez encore appris des choses avec de la grammaire explicite. Donc on va voir qu'en fait la meilleure méthode pour apprendre, c'est cette grammaire implicite, parce que c'est vous qui construisez vos propres règles, en fait, qui élaborez les règles de la langue que vous allez pouvoir réutiliser immédiatement. Et c'est donc ça la construction la plus solide, en fait, de la grammaire. L'autre procédé, en fait, donc, qui consistera à vous donner des règles de façon explicite, et conduit à des connaissances finalement beaucoup plus fragiles et aussi beaucoup plus d'ailleurs faciles à remettre en question. Parce que bien évidemment, toutes ces hypothèses-là et toutes ces règles, bah, vous le voyez quand vous a enseigné, vous l'avez vu quand on vous a enseigné le français probablement. Donc on vous apprend des règles et puis ensuite des séries d'exceptions. C'est donc bien que les règles ne fonctionnent pas si bien que ça. Puisque dans une théorie scientifique sérieuse, je veux dire, je sais pas, une théorie de la relativité restreinte puis de la relativité généralisée, si on avait autant d'exceptions, eh bien on formulerait une nouvelle théorie générale. Voilà, donc on va regarder tout ça de près avec nos collègues de Liège et on va essayer d'avancer un petit peu sur les questions de grammaire qui sont quand même très très centrales en fait dans tout ce que vous allez faire. Si vous faites des sciences du langage après, vous allez voir qu'il y a eu plusieurs conceptions de la grammaire, qu'on n'est même souvent pas tout à fait d'accord en fait sur la manière dont on découpe la place de la grammaire et de la psychologie ou de la grammaire et de l'énonciation. Donc ça on en reparlera dans les temps qui viennent. Mais vous verrez que c'est pas tout simple même de cerner en fait l'objet grammatical. Par exemple sur les pronoms, là vous avez vu dans notre petit jeu, on a commencé à construire le système des pronoms de la langue avec le pronom de la première personne et le pronom de la troisième personne, et puis le pronom de la troisième personne du pluriel, etc. On pourrait avoir une extension du système pronominal plus grande qu'en français, hein, où vous avez trois personnes au singulier, trois personnes au pluriel. On pourrait très bien avoir un duel, voilà, un nous inclusif ou exclusif. Donc on pourrait avoir une variété plus grande de pronoms. Hein. Mais vous voyez que ces pronoms, ils sont directement liés en fait à la personne qui émet quelque chose. Et qui dit je, celui qui dit je, s'institue en locuteur principal, et avec le tu, il va instituer le collocuteur. Donc là, dès que je me mets à parler comme ça, en fait, vous voyez que je suis d'une certaine type d'école de linguistique, un peu différente de celle qui va complètement détacher le langage de ceux qui parlent, et donc de ceux qui parlent et de une culture de l'énonciation. On en reparlera éventuellement pendant le cours. Vous verrez qu'il y a eu toute une série de modifications en fait des théories sur le langage depuis Saussure, en fait depuis Ferdinand de Saussure, donc, qui a été le premier en fait linguiste à parler scientifiquement de la langue, en fait, à partir d'expériences comme celles qu'on a pu pratiquer. Puis ensuite Benveniste, Culioli bien entendu, mais de l'autre côté Chomsky qui se rattache à une tradition grammaticale qui est la tradition grammaticale des Lumières au XVIIIe siècle. Donc ça vous verrez que on représente ici, on a à Paris 8 différents courants de linguistique. Beaucoup de collègues que j'aime beaucoup sont des générativistes, donc se rattachent plutôt à l'école chomskienne. Voilà, quelques-uns sont plus énonciativistes. Mais bon, vous verrez que ces théories-là, en fait, ça reste quand même, reste quand même objet de débat. Et aussi, peut-être qu'il faudrait le mentionner ici, en fait, ces théories grammaticales, elles sont quand même fortement ancrées dans des cultures. C'est-à-dire que là, on est clairement dans une tradition qui vient de l'univers gréco-latin et qui se diffuse en Europe, puis évidemment en Amérique du Nord, etc. Si on prend la tradition grammaticale indienne ou arabe, ou africaine, encore que bon, c'est pas vraiment une tradition grammaticale, c'est plus une tradition sur le discours, une tradition sur le discours et la rhétorique, comme chez les Grecs d'ailleurs. On est quand même on est quand même dans des perspectives très très différentes. La façon dont sont développées les théories grammaticales en Europe
à la suite du siècle des Lumières, puis à la suite de la révolution de Saussure. Hein. On en reparlera, je sais que vous avez un cours aussi d'histoire des théories linguistiques, donc si vous voulez, on peut en reparler. C'est absolument passionnant. C'est pas toujours facile à expliquer parce qu'évidemment, il faut se plonger dans différentes représentations de ce qu'est la langue. Beaucoup de gens ne se posent pas ces questions-là, en fait, parce que pour eux, la langue est juste un outil de communication et ils ne se posent pas du tout la question de savoir comment ça fonctionne. Et aussi les révolutions actuelles, enfin les gros changements qu'on peut avoir à partir de l'informatique, hein, principalement, et de la traduction automatique, font que nos théories sur le langage évoluent et sont souvent fortement remises en question. Donc voilà, donc c'est un sujet passionnant et on va regarder de plus près ces questions grammaticales aujourd'hui et on va essayer d'avancer un peu et je vais essayer de vous expliquer tout ça d'une façon assez simple et bon, j'espère que ça vous intéressera. Voilà, donc on retrouve nos collègues de Liège qui vont nous parler de grammaire, donc Jean-Marc Defay comme d'habitude et les collègues donc, du MOOC de l'Université de Liège. Quand on envisage d'enseigner ou d'apprendre une langue, la première chose à laquelle on pense est de recourir à une grammaire ou éventuellement un dictionnaire. Est-ce un bon réflexe ? On a longtemps pensé que l'essentiel d'une langue résidait effectivement dans sa grammaire et son vocabulaire, et qu'il suffisait de bien les connaître puis de les associer pour communiquer dans une langue. Doublement à tort. Il est aussi erroné de vouloir séparer le lexique des structures morphosyntaxiques dans lesquelles il s'associe, et vice-versa, que de croire qu'il suffit de combiner les règles et les mots pour pratiquer une langue étrangère. On sait maintenant que les compétences à acquérir pour communiquer en langue étrangère sont beaucoup plus variées et plus complexes. Ça veut dire qu'on peut se passer de grammaire ? Comme toujours, il faut savoir quel sens on donne à de tels concepts comme la grammaire. On peut définir la grammaire de multiples manières, dont les trois principales sont les suivantes. Premièrement, la grammaire est un système de règles ou de modèles sur lequel repose le fonctionnement d'une langue. Deuxièmement, la grammaire est le travail intellectuel d'analyse et de description de ce système. Troisièmement, la grammaire, c'est l'apprentissage et l'utilisation de ce système, notamment par des allophones, pour communiquer dans la langue concernée. En aucun cas, on ne peut se passer de grammaire pour communiquer dans une langue, quelle qu'elle soit. Mais la question est de savoir comment enseigner la grammaire, soit de manière explicite, soit de manière implicite, soit de manière directe, soit de manière indirecte. En effet, on distingue dorénavant la grammaire explicite de la grammaire implicite. J'explique. On appelle grammaire explicite les règles d'une langue que quelqu'un peut énoncer parce qu'on les lui a enseignées, généralement à l'école, indépendamment de la maîtrise pratique qu'il a de cette langue. Et on appelle grammaire implicite les usages que quelqu'un peut mettre en pratique dans une langue parce qu'il les a assimilés en communiquant dans cette même langue, indépendamment alors de sa capacité à les expliquer à autrui. On parle aussi de compétences métalinguistiques pour la grammaire explicite, pour la distinguer des compétences strictement linguistiques que confère la maîtrise de la grammaire implicite. Comme c'est le cas pour un enfant qui communique généralement très bien dans sa langue maternelle avant d'aller à l'école et d'y apprendre les règles. Ces deux grammaires sont très différentes l'une de l'autre. Elles ne relèvent d'ailleurs pas du même système cérébral. La grammaire explicite se construit à l'aide de la mémorisation et du raisonnement, tandis que la grammaire implicite se développe spontanément, souvent inconsciemment, grâce à l'imitation et à l'essai-erreur, deux grands processus naturels d'apprentissage. Comprendre est une chose, pratiquer en est donc une autre. On peut très bien parler une langue sans pouvoir en expliquer le fonctionnement, comme on peut très bien expliquer le fonctionnement d'une langue sans être capable de le mettre en œuvre pour parler.
Les méthodes traditionnelles, livresques, se sont focalisées sur la grammaire explicite, tandis que par réaction, les méthodes suivantes ont exclu la grammaire explicite qui, d'après ces méthodes, empêcherait le développement de la grammaire implicite qui est indispensable à la communication courante en langue étrangère. À l'heure actuelle, on ne les oppose plus. On estime qu'elles doivent toutes deux, implicite et explicite, aider à communiquer dans une langue étrangère et aussi à se perfectionner sans cesse. Pour faire une comparaison, il est clair que l'on peut apprendre à conduire une voiture sans savoir comment fonctionne un moteur. Mais connaître le fonctionnement du moteur permet tout de même de comprendre plus facilement comment démarrer et aussi de devenir un meilleur pilote. Ensuite, les nouvelles méthodes cherchent donc à rendre les grammaires implicites et explicites complémentaires en alternant systématiquement l'explication et la communication, en passant par la répétition qui permet de créer des automatismes. Il faut en tout cas retenir qu'il est inutile d'enseigner une règle de grammaire, explicite donc, que l'apprenant ne peut pas mettre aussitôt en pratique dans la communication, ce qui lui permettra de l'approprier, c'est-à-dire de l'intégrer progressivement dans sa grammaire implicite. Par ailleurs, laisser des apprenants s'exprimer en langue étrangère sans tenir suffisamment compte des règles et des modèles risque d'entraîner des erreurs ou des anormalités qu'il leur sera difficile, voire impossible de rectifier par la suite. À ce propos, il faut profiter des avantages de la classe par rapport aux situations de la vie quotidienne, où l'allophone n'a pas l'occasion de recevoir des explications adaptées aux problèmes que lui pose l'apprentissage de la langue étrangère. Bien sûr que ces interlocuteurs vont lui donner la possibilité de participer à des échanges authentiques très stimulants, mais ils ne vont certainement pas pouvoir s'interrompre pour lui rappeler une règle, lui proposer un exercice ou le corriger. Finalement, la question n'est plus de savoir si on fait de la grammaire ou non, mais de savoir comment on peut combiner l'explication de grammaire, grammaire explicite, et la pratique de la communication, grammaire implicite, pour développer la maîtrise de la langue. On se doute qu'il n'y a pas d'impératif. Tout dépend bien sûr du public auquel on s'adresse. Des enfants de 6 ans, des traducteurs qui parlent déjà plusieurs langues, des adultes peu scolarisés. C'est à l'enseignant de décider comment aborder le fonctionnement de la langue de manière plutôt directe ou plutôt indirecte et surtout comment associer les deux manières pour qu'elles se complètent harmonieusement. J'ai compris. Il faut veiller à assurer cette dynamique entre les 3 pôles que nous avons déjà décrits précédemment et passer sans cesse de l'explication à la répétition, de la répétition à la communication, puis de nouveau de la communication à l'explication, notamment pour traiter des problèmes qui s'y sont présentés ou qui risquent de se présenter. Voilà, j'aime bien recourir à leurs vidéos en fait parce que on a des manières un peu différentes tous de formuler les mêmes concepts. Et donc évidemment cette reformulation, ça vous permet d'avoir plusieurs versions d'un même concept et probablement de mieux le construire ou de mieux le comprendre. Donc voilà, donc vous avez vu en fait cette différence qu'évoque Jean-Marc ici de grammaire explicite, grammaire implicite et le fait que bon pendant très longtemps en fait depuis les méthodes traditionnelles à la fin du 19e début du XXe siècle jusqu'aux méthodes structuro-globales audiovisuelles. En fait, bon, ça on verra, on reverra un peu quand même l'histoire des méthodologies pour vous donner quelques grands points de repère, parce que c'est aussi intéressant de voir comment les idées sur l'apprentissage ont évolué. Donc pendant une très longue période, on a fait beaucoup de grammaire explicite. Moi j'ai eu ça évidemment quand j'étais petit à l'école au Maroc puis en France, des règles de grammaire qu'on apprenait par cœur sans d'ailleurs très bien comprendre de quoi ils retournaient sur l'accord des participes passés. Donc on mangeait des pages entières d'un livre qu'on appelait le Bled, qui n'avait rien à voir avec le Bled où nous nous trouvions, mais qui était simplement le nom des auteurs, hein, Étienne et Odette Bled, qui avaient rédigé une grammaire du français en usage dans énormément de classes de primaire. Donc évidemment cette méthode-là était relativement peu efficace
Bon, je veux dire, on arrivait très difficilement en fait à transférer en fait les règles grammaticales dans la pratique. Donc on s'en est rendu compte à partir du moment où il y a eu des psycholinguistes ou des psychologues qui ont travaillé sur ces questions-là. En fait, on s'est rendu compte que bon, mais ça servait pas à grand-chose cette grammaire explicite, mais que c'était plus une tradition et aussi une méthode de sélection en fait à l'intérieur de l'école. Comme l'est l'orthographe d'ailleurs. L'orthographe, vous voyez que c'est un gros instrument de sélection sociale et de classement social et de choses qui n'ont pas grand-chose à voir en fait avec un intérêt communicatif. Vous pouvez faire quantité de fautes d'orthographe. Peut-être que vous passerez pour un plouc ou peut-être que ça nuira à votre embauche si vous mettez des fautes d'orthographe dans une lettre de candidature, mais ça n'empêchera pas la plupart du temps, et même dans 99% des cas, ça n'empêchera pas votre interlocuteur de vous comprendre. De même, vous pouvez parler en faisant une quantité énorme de fautes de grammaire mais éventuellement en utilisant un lexique un peu approximatif aussi, ça n'empêchera pas non plus votre interlocuteur de vous comprendre. Donc on s'est rendu compte en fait que cette rigueur très sévère sur les questions grammaticales et sur les questions d'orthographe était peu utile et même bloquait en fait beaucoup les apprenants. Et on est passé à d'autres méthodes en fait où il s'agissait maintenant de construire de façon intuitive et implicite sa propre grammaire. Je dirais avec en étant plus ou moins guidé. Ça va très très loin quand vous lisez par exemple la partie grammaticale de Un niveau seuil. C'est très très élaboré, c'est-à-dire qu'on sélectionne beaucoup des exemples qui vont vous permettre de construire une règle. Si par exemple je veux travailler sur les prépositions locatives, sur, sous, dans, etc., je vais avoir un corpus avec une série d'énoncés avec des prépositions locatives des différents types qui va me permettre de comprendre leurs différences sémantiques, etc. Si je veux travailler sur le système des pronoms, donc je vais avoir évidemment, je vais commencer par enseigner le je et le tu, par exemple, en me présentant et en renvoyant la balle à mon interlocuteur. Voilà, et puis après, je vais diversifier les choses en travaillant sur la caractérisation physique qui, à ce moment-là, va introduire un troisième personnage qui sera la troisième personne, donc le il ou la non-personne, comme diraient certains grammairiens. Donc, vous voyez que cette grammaire explicite et implicite ont des fonctions, arrivent au même résultat du point de vue de la langue, mais elles fonctionnent quand même dans l'acquisition et dans l'apprentissage de manière très différente. Donc maintenant, on est dans des classes de langue ici. Donc on peut utiliser en fait un peu tous les moyens pour construire la compétence linguistique, c'est-à-dire à la fois de la grammaire implicite et de la grammaire explicite. C'est-à-dire qu'on va remonter du corpus, faire des exemples en langue étrangère, comme ce que vous avez vu en TAL dans le précédent cours. On va remonter vers des règles grammaticales qu'on construira ensemble avec les élèves. Mais après, ces règles-là, on va les formuler en fait, de la manière la plus économique et la plus juste possible. Et on va construire des microsystèmes, comme on a construit le microsystème du défini, indéfini, singulier, pluriel sur les noms, là, avec le suffixe « k » qui marquait le pluriel, et ce suffixe « i » qui marquait le défini, qui pouvait se combiner avec le « k » qui venait derrière dans ce cas-là. Donc vous voyez que on construit des systèmes, et on les note, on les mémorise. Donc on passe de la grammaire implicite à une grammaire explicite, et on passe d'une approche inductive à une approche déductive. Jean-Marc aborde un autre point dans cette petite vidéo, en fait, c'est la question des erreurs et de la fossilisation des erreurs. Alors quand vous apprenez une langue étrangère, vous commencez par vous construisez des systèmes intermédiaires, ce que Selinker, Corder et pas mal d'autres psycholinguistes et débuts, et encore maintenant d'ailleurs, appellent l'interlangue, ou l'interlangue des apprenants, c'est-à-dire une version simplifiée, une version particulière pour les gens qui sont en cours d'apprentissage. C'est-à-dire que par exemple, vous allez avoir, je ne sais pas si en anglais on a
On a plein de verbes irréguliers. Bon, ben, les apprenants au départ ne le savent pas, donc ils vont utiliser la forme régulière avant de découvrir qu'il y a des verbes qui fonctionnent de façon irrégulière. Bon, il se passe plein de choses dans ces différents temps d'apprentissage. Et en général, on est corrigé, en fait, celui qui apprend est corrigé soit par des locuteurs aux alentours, soit en classe, à plus forte raison, par un enseignant. Donc on profite, en fait, de la dynamique de la classe pour corriger les erreurs et éviter qu'elles ne se fossilisent, c'est-à-dire qu'elles deviennent un système qui resterait figé chez l'apprenant. Un exemple, j'avais un collègue maçon polonais qui est arrivé en France, qui a appris le français sur le tas, bon, je veux dire, sans méthode, sans cours, etc. Et donc qui parlait d'une manière, son interlangue était restée à un stade relativement simple. Par exemple, un jour, il arrive chez moi et il me dit aujourd'hui, camionnette pas démarrée. Donc, je veux dire, en fait, il n'utilisait pas le système verbal. Il utilisait simplement les verbes à l'infinitif. La négation, c'était simplement pas. Aujourd'hui, camionnette pas démarrée. Donc, alors, poussé par frère, me dit-il. Donc, il était avec son frère, il avait poussé la camionnette, etc., etc. Bon, je vous raconterai éventuellement j'en ai tout un récit et toute une série d'exemples. C'était des choses très, très intéressantes. Mais vous voyez que, bon, là, cette personne-là, en fait, comme l'interlangue qu'il avait acquise, qu'il avait construite à partir de ce qu'il entendait, elle suffisait en fait pour communiquer dans la plupart des cas, et même dans beaucoup de cas, hein, je veux dire, voilà, donc on arrivait à communiquer très très bien avec cette langue un peu étrange, qui était son interlangue, son système intermédiaire du français. Donc du coup, comme c'était efficace finalement pour communiquer, et que les autres personnes autour avaient la flemme de le corriger, étaient trop paresseux pour le corriger perpétuellement, eh bien il est resté comme ça, et je suppose que si je le revoyais maintenant, 20 ans après, il parlerait toujours à peu près de la même façon. Donc quand on est dans un système où il n'y a pas de contrainte et pas de correction, évidemment, les erreurs peuvent se fossiliser, et donc rester telles quelles. En classe de langue, en général, on a suffisamment de corrections pour que les erreurs ne se fossilisent pas. Alors il faut faire attention, évidemment. Quand j'étais dans une classe de non francophone, il y a un moment, en fait, j'avais trouvé un jeu que j'aimais bien qui s'appelle Qui est-ce, donc qui sert à décrire, on décrit des personnes, et puis on doit trouver une personne qui a des caractéristiques physiques de l'image qu'on a devant soi. Hein. On doit découvrir celle de son adversaire, donc chacun a une carte différente. Et donc on cherche en fait en éliminant les autres cartes, en demandant est-ce qu'il est blond, est-ce qu'il a les yeux bleus, est-ce qu'il a une moustache, etc. Jusqu'à arriver sur la personne qui est en face de votre adversaire, la carte qui est en face de votre adversaire, qui est-ce, donc ça s'appelle. Et donc je m'étais dit, bon, vous avez pas mal du tout pour travailler sur la caractérisation physique, donc je vais laisser mes élèves jouer en autonomie pendant que moi je travaille avec un autre groupe. Donc je les laisse en autonomie, je m'assure quand même qu'ils ne sont pas de la même langue maternelle, les deux joueurs, pour éviter qu'ils passent par leur langue maternelle, et je les laisse faire. Et moi, pendant ce temps-là, je travaille avec un autre groupe qui a plus de difficultés, ou voilà, ou qui a besoin de travailler telle ou telle chose. Et puis un jour, je reviens vers le jeu, j'écoute ce qui se passe, et j'entends mes élèves qui disent est-ce qu'il a des jaunes cheveux? Donc, je dis ah ben non, là, c'est pas comme ça qu'on dit en français. Parce qu'effectivement, pour jouer, c'était très efficace de demander est-ce qu'il a des jaunes cheveux, est-ce qu'il a des verts yeux, est-ce qu'il a l'œil... Voilà, donc vous voyez que, en fait, là, la stratégie, c'est la stratégie de communication qui prime, évidemment, sur la correction grammaticale. Donc j'ai corrigé leurs énoncés, et puis après, évidemment, j'ai un peu monitoré un peu plus le jeu de qui est dans la classe pour être certain qu'ils emploient les formes correctes, entre guillemets, du français. Pour favoriser l'appropriation de la grammaire, on peut soit adopter une approche par déduction, les apprenants reçoivent les explications métalinguistiques
et les applique à l'analyse d'exemples. Dans ce cas-là, on formule d'abord la règle avant de l'utiliser. Soit on opte pour une approche par induction. On va des exemples aux règles en s'appuyant sur la capacité des apprenants à faire le lien entre des exemples observés, des régularités, et des règles que l'enseignant et l'apprenant construisent ensemble. On utilise alors un échantillon d'exemples authentiques suffisamment cohérent pour dégager facilement la règle de ces observations. On peut aussi choisir d'intervenir directement sur des productions de l'apprenant. Et ce sont alors les feedbacks qui vont amener l'étudiant à expliquer son erreur. Peu importe la démarche, l'important est de varier les méthodes et d'assurer un aller-retour entre la pratique linguistique et la réflexion métalinguistique. Si on explique une règle, il faut ensuite que l'apprenant se l'approprie pour l'utiliser de façon automatique dans sa pratique. Sans cela, la grammaire explicite ne deviendra jamais implicite et intuitive. Je vous propose maintenant d'observer et d'analyser quelques exercices de grammaire qui illustrent la démarche grammaticale dans différentes méthodes d'enseignement-apprentissage des langues. Le premier exercice vient des méthodes traditionnelles, qui adoptent une approche inductive de la grammaire en insistant sur la répétition orale, le vocabulaire et la prononciation. C'est le langage oral et courant qui l'emporte sur la langue écrite. Ce genre de méthode est encore beaucoup utilisé avec les grands débutants lors des premières leçons, quand on ne souhaite pas expliquer le fonctionnement de la langue. Elles ont toutefois leurs limites, comme le caractère fabriqué des exemples, qui sont parfois peu réalistes, ou l'absence du contexte de communication. Les exercices suivants proviennent de Voix et Images de France, qui illustrent la méthode structuro-globale audiovisuelle, la méthode dite SGAV. Comme son nom l'indique, cette méthode se fonde d'une part sur une approche structuraliste de la langue, où la langue est avant tout un système logique et arbitraire, indépendant du contexte dans lequel la langue est utilisée, et d'autre part sur le principe behavioriste, qui envisage l'apprentissage comme un conditionnement. L'utilisation conjointe de l'image et du son devait permettre une perception globale du sens. Voilà Madame Thibault. Bonjour, monsieur. Bonjour, mademoiselle. Vous êtes monsieur Thibault? Oui. Je suis monsieur Thibault. Dans cette méthode, la grammaire est au centre de l'intérêt, mais les données linguistiques, surtout orales, sont répétées inlassablement, sans explication et sans intérêt pour la pratique communicative. On ne s'intéresse pas au réemploi des règles dans différentes situations de communication. Ensuite, les méthodes communicatives vont considérer que c'est en communiquant et pour communiquer qu'on apprend la langue et sa grammaire. On va donc faire de la grammaire en fonction des situations de communication et des interactions à venir. Toute activité portant sur la grammaire sera précédée et suivie d'activités communicatives. C'est le cas dans le troisième exemple d'exercice où on demande aux personnes d'écouter un dialogue et de réaliser ensuite un jeu de rôle sur le même modèle. Aujourd'hui, les méthodes actionnelles vont encore un peu plus loin puisqu'elles cherchent à associer systématiquement communication langagière et action sociale. Comme par exemple poser des questions dans le cadre de la recherche d'un logement ou écrire un message sur un blog. La compétence langagière est mise en relation avec des actions qui mobilisent d'autres savoirs et savoir-faire. Dans les méthodes grammaire-traduction, on commençait par comprendre pour ensuite appliquer. Dans les méthodes qui ont suivi, on n'a plus attendu de connaître toutes les règles de grammaire pour parler la langue. La grammaire n'est plus une fin en soi, mais bien un instrument d'apprentissage. Elle procède de la communication pour se mettre à son service. Par exemple, on va commencer par se demander de quelle grammaire a besoin une personne qui doit demander son chemin en français à un passant et qui doit comprendre les directives qu'on lui donne. Il devra être exposé à des formes impératives, formuler oralement des interrogations complexes. C'est en communiquant en situation, en demandant réellement son chemin, qu'il pourra observer des régularités ou des incohérences par rapport à ce qu'il connaît déjà. On pourra partir de ces productions pour mener une activité de réflexion métalinguistique. Identifier les problèmes, classer les nouvelles données, faire des hypothèses et enfin ébaucher une règle. Ensuite, on proposera des exercices pour acquérir des automatismes et s'approprier la grammaire, mais aussi des activités de communication et des tâches de production. C'est à ce moment-là que vous pourrez vérifier les acquis.
Ce processus peut se faire à partir de documents authentiques. Vous créerez alors un corpus grammatical à observer à partir des documents que vous utilisez. Par exemple, la chanson que vous avez fait écouter pour démarrer votre leçon ou un document écrit autour duquel vous avez prévu une activité de compréhension. Prenons un exemple d'un module créé par notre équipe TIS. Ils ont choisi de parler du changement climatique. Ils partent d'une vidéo sur cette thématique. Elle est toujours sauvée par un super-héros. Dans la vraie vie, on l'attend encore. Mais le péril, lui, il existe bien. C'est le changement climatique. Imaginons que vous voulez faire observer l'expression de la cause et de la conséquence. Pour guider vos apprenants dans cette phase d'observation, vous allez leur poser des questions destinées à leur faire découvrir la grammaire, en leur demandant par exemple d'associer une cause à sa conséquence, ou de choisir la bonne expression en se référant au contenu de la vidéo. Vous pouvez aussi demander de repérer des expressions ou des connecteurs logiques qui expriment soit la cause, soit la conséquence. Ce type d'activité permet d'observer la grammaire en contexte et de rendre les apprenants actifs dans l'élaboration des règles. Vous pouvez par exemple leur demander de compléter une grammaire lacunaire ou de choisir parmi plusieurs règles celle qui leur paraît fonctionner. Ensuite, à partir des hypothèses formulées par les apprenants, vous allez organiser cette grammaire. Ce sera le moment de classer et de systématiser à l'aide d'autres exemples. Si vous choisissez d'expliciter la grammaire, vous utiliserez des exemples issus des documents ou des activités menées en classe. Pensez aussi à contextualiser votre grammaire. Conjuguer les verbes dans des phrases authentiques ou au moins réalistes. Il faut que cette grammaire ait du sens, que l'apprenant voit tout de suite à quoi la grammaire va lui servir, dans quelle situation et pourquoi. Je vous conseille donc de rester dans la thématique, d'exploiter les documents que vous avez utilisés et de garder à l'esprit les objectifs que vous vous êtes fixés. Ensuite viendront les exercices qui vont permettre aux apprenants d'automatiser et de s'approprier la grammaire. Ces exercices peuvent être convergents, on les appelle aussi exercices de structuration, quand l'apprenant s'entraîne à utiliser les expressions dans un contexte similaire, ici les causes et les conséquences du réchauffement climatique. Ou ils seront divergents, lorsque l'apprenant doit s'exprimer dans un autre contexte, une situation nouvelle, comme dans ce texte sur les politiques agricoles. Les exercices formels peuvent prendre plusieurs formes. Des exercices de complétion, de phrases ou d'un texte lacunaire, de mise en relation, de transformation, de la voix passive à la voix active par exemple, ou de remise en ordre, de mots ou de paragraphes. Pour aller petit à petit vers des exercices plus libres, comme raconter une histoire à partir de photos ou prédire l'avenir. Enfin, vous proposerez des tâches de production qui mobilisent cette grammaire. Ça ne veut pas dire que la production doit venir en dernier lieu. Au contraire, plus vous incitez vos apprenants à produire et à interagir, mieux ils s'approprieront la langue. Une production en début de leçon pourra par exemple servir à évaluer ce que maîtrise déjà l'apprenant et pourra servir de corpus d'observation pour voir une nouvelle difficulté grammaticale. L'erreur est alors envisagée comme un levier d'apprentissage. Par contre, en fin de leçon, les tâches de production permettent à l'apprenant de mobiliser tout ce qu'il a appris, lexique, grammaire, etc. Dans le cas de notre leçon exemple, il pourrait par exemple choisir 5 gestes à faire pour freiner le réchauffement climatique en utilisant des connecteurs qui expriment la cause et la conséquence. Voilà, donc ici aussi, Déborah Monnier nous explique une quantité de choses énormes en quelques minutes. D'abord, évidemment, on revient sur ces concepts de déduction et d'induction. Oui, donc l'induction, c'est le fait de partir des faits pour construire une règle, pour généraliser en fait des observations qu'on fait sur les faits. Je vous ai donné déjà quelques exemples. On y reviendra si ça vous paraît pas trop clair. Alors que la déduction, c'est l'inverse. En fait, c'est on vous donne une règle et vous l'appliquez pour générer en fait des énoncés. Évidemment, le deuxième processus de déduction
est moins créatif, en fait, puisque vous avez déjà une règle formulée et vous l'appliquez de façon mécanique, alors que dans l'autre, vous êtes dans un processus beaucoup plus créatif et qui stimule beaucoup plus, en fait, la mémorisation. Donc c'est deux processus qui sont évidemment un peu symétriques en partie, je veux dire, et où évidemment le processus d'induction est quelque chose de beaucoup plus créatif en fait que le processus de déduction où on ne fait qu'appliquer une loi ou une règle. Hein, donc vous avez cette question-là. Après, elle parle effectivement de l'évolution des méthodes d'enseignement des langues et du fait qu'on ait beaucoup utilisé une approche déductive et une approche donc où on édicte les règles avant de les mettre en application plutôt que de les construire avec les élèves. Donc vous voyez qu'en fait on a eu, ce que je vous disais au départ, ce mouvement de balancier en fait entre les méthodes traditionnelles, donc où on vous dit par exemple, je sais pas, le participe passé s'accorde en genre et en nom avec son antécédent, sauf dans le cas où il vient après le verbe avoir. Donc vous voyez que les règles peuvent être extrêmement assez complexes et assez difficiles à utiliser. Donc vous avez cet exemple de méthode traditionnelle en fait où on va conjuguer des verbes dans des phrases qui sont complètement coupées de la réalité, etc. Ensuite, vous avez ces méthodes structuro-globales audiovisuelles, donc ou structuro-globales, ou audio-orales, il y a plusieurs versions, hein. On va voir en fait les différentes versions de ces méthodes-là, depuis les méthodes américaines. Je veux dire, tout à l'heure, dans les prochains cours, je vous passerai une petite vidéo aussi qui refait en fait l'historique des méthodes d'apprentissage des langues. Et donc à partir des méthodes audio-orales, en fait, là on va essayer en fait de travailler beaucoup plus sur la mémorisation et sur la capacité inductive, mais relativement peu finalement. On va plutôt considérer que le langage est un comportement qui s'acquiert, comme tout comportement. C'est l'école de psychologie behavioriste qui prime à l'époque en fait. Et donc on ne se préoccupe pas en fait de ce qui se passe dans la tête de l'individu, mais on se préoccupe en fait de lui faire enregistrer des choses et de lui faire reproduire des comportements. Ça part d'expériences de psychologie, en fait, dans un certain nombre d'expériences de psychologie qu'on a beaucoup menées sur des rats, par exemple. Je vous en raconterai une éventuellement en cours, celle qu'on appelle l'expérience du rat de Skinner, S-K-I-2-N-E-R, donc un célèbre psychologue behavioriste, ce qu'on traduit en français par comportementaliste. C'est-à-dire qu'on observe les comportements et on essaie de faire acquérir les comportements. Et le langage, dans ce cas-là, est un comportement comme un autre. Donc on va travailler dans ces méthodes-là, en fait, par des séries d'exercices extrêmement répétitifs. Est-ce que vous avez un chapeau? Non, je n'ai pas de chapeau. Est-ce que vous avez un bonnet? Non, je n'ai pas de bonnet. Est-ce que vous avez un costume? Non, je n'ai pas de costume. Est-ce que vous avez une chemise? Oui, j'ai une chemise. Donc vous allez travailler en fait une structure en fait jusqu'au surapprentissage, disaient les comportementalistes, c'est-à-dire qu'on va en fait faire des exercices extrêmement répétitifs qui vont graver dans votre mémoire un certain nombre de structures grammaticales. Et voilà. Et donc on ne se préoccupe pas en fait tellement ni de la signification ni de la construction des règles, mais on donne en fait des séries de phrases qui vont être mémorisées d'une façon quasiment automatisée et qui vont permettre, oui, c'est quand même de construire une règle, mais sans qu'on en ait conscience. On le fait simplement à travers la répétition. Donc ces méthodes-là vont avoir une durée de vie assez courte en fait, parce que c'est les méthodes au départ qu'on a élaborées pour l'armée américaine dans les années 50, puis après ça a eu son heure de gloire en France avec une version audiovisuelle où on utilisait en fait le magnétophone et des films fixes, donc des diapositives en fait. Je ne sais même pas si vous avez connu ça, donc je vous décrirai éventuellement, c'est simplement des photos qu'on projette. Des photos qu'on projette, c'est pas encore du film animé. C'est des photos qu'on projette en faisant écouter ce que vous avez vu là dans l'exemple de Déborah, qui est donc Voix et Images de France. Donc on a Monsieur Thibault qui est l'un des personnages principaux qui dit bonjour, je suis Monsieur Thibault et vous, vous êtes Madame Thibault. Bon, je veux dire, c'est évidemment totalement surréaliste. Voilà, il y a toute une série de choses comme ça qui paraissent un peu absurdes quand on les revoit à l'heure actuelle.
il y a très longtemps, en fait, c'est vraiment anecdotique en fait, mais dans le premier poste que j'ai eu dans une classe de non-francophones, donc c'était dans le 10e arrondissement, j'avais un certain nombre d'élèves, pas trop d'élèves, j'en avais une douzaine à peu près, donc j'avais quelques Sud-Américains, des Algériens, des Mauriciens, des Comoriens, une Malienne, enfin bon, j'avais un petit échantillon d'élèves qui arrivaient en France. Et donc, bon, je faisais des choses, on était déjà évidemment à la période de l'approche communicative, donc j'avais racheté des méthodes communicatives, mais j'avais trouvé dans le placard de ma classe, en fait, une méthode, une très vieille méthode, qui était Bonjour Line, qui était une méthode de la même époque que Voix et Images de France, mais destinée aux enfants. Donc un magnétophone à bande, comme j'aime bien les vieilles machines, en fait j'avais nettoyé les têtes, j'avais regardé que tout ça fonctionnait, et j'avais un projecteur de film fixe, donc je m'amusais à projeter des films fixes et à faire voir tout ça aux élèves, un peu pour qu'ils apprennent du français, mais surtout pour qu'on s'amuse un peu, parce que c'était un peu au deuxième degré évidemment, surtout pour qu'on s'amuse un peu avec nos films fixes. Et donc un jour je leur passe une séquence où c'est l'hiver, et donc Lynn va sortir, et elle met son bonnet, et elle met son cache-nez. Alors à ce moment-là, tous mes élèves algériens bondissent de joie et me disent cache-nez, cache-nez, c'est comme ça qu'on dit au bled. Et effectivement, c'était très drôle parce qu'en fait, on dit plus du tout cache-nez en France métropolitaine, mais en Algérie, peut-être qu'on dit encore cache-nez. Et le mot cache-nez est dans le français fondamental, en fait. Donc ce lexique qui a été établi dans les années 50 pour servir de base aux méthodes de français langue étrangère. Donc on trouve dans Bonjour Line le cache-nez, et maintenant évidemment on dira une écharpe, voilà, ou un foulard. Donc c'était très amusant effectivement de travailler avec ces vieilles méthodes et de les dépoussiérer pour s'en amuser un petit peu dans la classe. Donc vous voyez qu'on a des méthodes qui ont évolué en fait, et qu'on va maintenant vers les approches, bon, on est passé par les approches communicatives à partir de la fin des années 70, début des années 80, premiers ouvrages importants des approches communicatives à niveau seuil, donc les premiers travaux du Conseil de l'Europe sur l'enseignement des langues, où là on a une approche très très différente, puisqu'on pense que c'est à travers la communication qu'on apprend, et c'est le struggle to communicate, dirait-on en anglais, hein. Donc on essaye en fait de mettre les élèves dans des situations de communication, de leur faire jouer des jeux de rôle, de les mettre dans des situations communicatives à chaque fois, pour qu'ils, par exemple, quand on se présente, vous avez vu dans le cours de japonais qu'on a observé avec nos collègues de Liège, hein, vous avez vu comment on met tout de suite les élèves en action en fait, et comment on essaye d'aller vers la communication. Les approches actionnelles lient évidemment, c'est un prolongement en fait des approches communicatives, et elles lient la communication à l'action sociale. C'est-à-dire que là on est beaucoup, enfin je veux dire la communication, on pourrait dire en fait que la communication c'était le grand mot des années 80-90, et l'action c'est le grand mot des années 2010-2020 peut-être. Donc on est vraiment dans le fait de lier en fait la communication à de l'action. C'est-à-dire par exemple on va faire de la pédagogie de projet, on va faire des projets pour agir. Par exemple on va se dire tiens on veut fabriquer un film documentaire qui parle des conditions de vie des étudiants à Paris. Bon, vous êtes avec des étudiants qui apprennent le français, et vous allez donc les mettre en action autour d'un projet de ce style-là. En fait, ils vont apprendre la langue à travers des éléments d'action, enfin à travers une action en fait sur le réel. Je veux dire pareil, quand vous faites un jeu de rôle, en fait, vous vous imaginez en fait un peu dans la situation où vont être les élèves. Et par exemple, vous êtes des étudiants américains qui vont aller en France. Vous enseignez à des étudiants américains qui vont aller en France. Vous les mettez en situation, par exemple, de chercher un logement en France, et donc d'avoir un entretien avec un propriétaire.
Et donc vous allez faire ça par exemple sous forme de jeu de rôle avec des documents authentiques, en regardant des vraies petites annonces de location ou de colocation, en les analysant avec eux, en faisant des jeux de rôle où ils téléphonent aux propriétaires, voilà, en allant ouvrir un compte en banque, en allant préparer un voyage en France, etc. Donc vous voyez qu'on est dans un type d'approche ici qui va essayer de reproduire dans la classe et en utilisant des documents authentiques, donc des documents bien réels, qui va essayer de reproduire les situations dans lesquelles les apprenants sont susceptibles de se trouver. Donc on va de plus en plus en fait vers la reproduction du réel à l'intérieur de la classe et l'entrée du réel dans la classe, la mise en action des élèves, une pédagogie à la fois active et par projet en fait assez souvent, et bien sûr communicative. Voilà un peu ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Donc on regardera, on verra que évidemment tout ça se nourrit en fait des innovations technologiques qu'on peut avoir dans tous les domaines. Donc, vous voyez quand je vous ai raconté la petite histoire en fait des films fixes et des magnétophones à bande, et bien, dans les années 50, c'était le summum de la modernité. Donc, je veux dire, évidemment, les méthodes d'enseignement des langues s'approprient très très vite toutes les choses, tous les derniers cris technologiques de l'époque. Et donc maintenant c'est le cas bien entendu avec l'informatique, la vidéo, les réseaux sociaux, les jeux de rôle, les univers virtuels dans le numérique. Donc voilà, donc c'est ce qui fait que ce métier est intéressant et amusant à exercer. C'est que, bon, d'une part on est toujours en contact avec des êtres humains, je veux dire avec des élèves, et d'autre part on peut s'amuser aussi un peu avec toutes les nouvelles technologies qui nous parviennent, qui arrivent sur notre petite planète. Merci et à très bientôt. Alors, bonne journée, bonne soirée.